Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 26e journée de championnat de Ligue 2 Becté. Saint-Étienne recevait les Annéciens. Annecy, quoi. Et Saint-Étienne s'impose 2-1. Ça a été pénible jusqu'au bout, mais c'est 3 points au final et c'est tant mieux. Autour de la table, le retour d'Eric. Salut à toi, Eric. Salut à toutes et à tous. Et bien sûr, Big l'incontournable Olivier. Salut à toi. Salut tous les deux. Voilà, on va revenir sur cette 3e victoire consécutive des Stéphanois. Longuement au cours de cette émission, on passera une page alti-ligérienne, on posera des questions, peut-être un top and flop, l'agenda, une page coup de cœur, une page coup de tête et entrecoupé de morceaux musicaux. C'est parti pour 55 minutes d'émission et on va tout de suite débuter avec ce match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour la réception d'Annecy, Olivier Deloglio n'a effectué qu'un changement par rapport au match précédent, dicté par la suspension de Monconduit. Devant l'Arseneur, on retrouvait la défense habituelle, à savoir dans l'axe Briançon associé à Nadé, avec de part et d'autre Masson et Appia. Au milieu, retour de Tardieu, avec à ses côtés Fomba. En position offensive, les 3C, Cafaro, Chambaud et Cardona, avec en pointe Sissoko. Les Verts attaquent en direction du COP Sud, le seul à avoir eu droit de cité samedi, et ouvrent la marque dès la 10e minute sur un joli mouvement collectif impliquant les 3C dont je viens de parler. Chambaud lance sur la gauche Cafaro qui offre un caviar à Cardona, lequel n'a plus qu'à ouvrir son pied pour mettre la balle au fond. Annecy ne tarde pas à répliquer par Djoko, dont le tir à ras de terre est détourné par l'Arseneur. On retrouve les deux hommes 20 minutes plus tard avec un résultat identique, puisque le portier forésien repousse avec brio une puissante reprise de l'ancien Bastier servi en retrait par Candil. Ultra réaliste, les Verts doublent la mise peu après grâce à une belle conservation de balle de Cardona qui adresse ensuite côté droit un centre parfait pour la tête smatchée de Sissoko. 2-0 à la poste pour l'ASS, tout proche de se mettre à l'abri sur une combinaison entre les deux buteurs du jour. Cardona délivre un excellent ballon à Sissoko, dont la frappe est stoppée en 2 temps par le gardien. Cette occasion avortée redonne du baume au cœur aux visiteurs, qui s'offrent une double occasion. Un tir puissant de Camara est détourné par l'Arseneur sur Pajot, dont la tête échoue sur le montant. Nettement moins fringants, les Stéphanois font en sorte de gérer leur avance, mais sont une nouvelle fois inquiétés par Bimaz, dont le tir de l'extérieur du gauche frôle le cadre. Léo Savoyard n'abdique pas et obtiennent un penalty à 5 minutes de la fin par l'entremise de Larose qui s'écroule dans la surface au contact de Tardieu. Ntamak prend l'Arseneur à contre-pied et ramène le score à 2-1. Le Chaudron retient son souffle avant de pousser au coup de sifflet final un grand ouf de soulagement. Bien moins brillant que contre Troyes et Angers, les Verts empochent néanmoins une 3e victoire de rang et réalisent une belle opération au classement puisqu'ils se retrouvent désormais au pied du podium à 5 points du second Angers. L'opération Remontada se poursuit. Merci Eric pour ce résumé précis. Ouais, ça fait du bien. Autant les 2 victoires précédentes, il n'y avait absolument rien à dire. Autant celle-ci, elle était moins aboutie que les fois précédentes, que les 2 dernières fois, avec un deuxième acte assez moyen de la part des Stéphanois. Et retomber en fin de compte avec des maladresses techniques et surtout un milieu de terrain inexistant au cours de cette seconde période. Exactement. Et je voulais justement vous demander, est-ce que cette victoire est méritée tout simplement ? Question simple. Selon vous ? Au point, non, parce que les Annéciens ont plus tenté et ils ont été moins efficaces que nous. Et nous, généralement, on manque d'efficacité et là, ça s'est inversé. Sur les occasions, les 2 pions qu'on met en première période, on n'en a pas 36 et on les met au fond et c'est ce qui fait la différence. Mais effectivement, les Annéciens ont eu plus d'occasions et auraient pu arracher le nul. Tu as raison, l'équipe de Saint-Étienne a subi 15 tirs, dont 5 cadrés, alors que lors des 2 matchs précédents, ils n'avaient subi à chaque fois qu'un seul tir cadré. Donc est-ce que c'est mérité cette victoire ?
Olivier Deloglio avait parlé de match piège. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu ce sentiment qu'on avait avant le match. Moi, j'avais dit qu'il fallait rapidement faire sauter le verrou annécien, sinon on risquait d'être en difficulté. On l'a fait. On marque rapidement. Et on marque également un deuxième but avec beaucoup de réalisme, comme j'ai dit tout à l'heure, 2-0. Sachant que dans l'intervalle, il y a des occasions pour Annecy. On a un bon Larsonneur qui permet de préserver sa cage inviolée. Ça peut même faire 3-0 en début de seconde mi-temps avec une occasion dont j'ai parlé, le tir de Sissoko sur le bon service de Cardona. Et puis après, en deuxième mi-temps, on n'a pas reconnu cette équipe stéphanoise. Donc Annecy a pris confiance, s'est procuré pas mal de situations et aurait mérité effectivement de marquer un but au moins supplémentaire. Le match nul n'aurait pas été volé, mais heureusement les Stéphanois remportent cette victoire qui fait le plus grand bien. Mais oui, pour répondre à ta question, écoute, on va s'en tire plutôt pas mal avec cette victoire 2-1. On a assisté à 2 mi-temps très différentes. Donc autant, si je vous écoute, autant les 2 derniers matchs, la Saint-Étienne, d'ailleurs le score le prouve, avait gagné. Surnagé. Avait vraiment surnagé. Cette fois-ci, ça a été un petit peu plus limite. À quoi est-ce que vous l'attribuez, cette victoire un petit peu plus difficile ? Est-ce que c'est l'adversaire ? Est-ce que c'est aussi les absents ? Est-ce que c'est tout simplement l'accumulation de matchs à haute intensité, on en avait parlé. Ouais, le milieu de terrain. Moi, je vais pointer le milieu de terrain parce que j'ai un souci avec ce milieu de terrain et effectivement, l'absence de Monconduit par rapport au match précédent, on l'a senti. Avec la titularisation de Fomba qui n'a pas été convaincant pendant tout le match. Ça y fait quand même pas mal. Tardieu, il a fait une bonne demi-heure, mais sur l'ensemble du match, pareil, il m'a pas convaincu. Et quand tu as un milieu de terrain qui ne convainc pas, ça pose souci quand tu fais le lien entre la défense et l'attaque. Autant je les avais trouvés entreprenants il y a 2 matchs de ça, mais bon, à l'époque, il y avait aussi Mouefek. L'absence de Mouefek fait que... donc moi, c'est le milieu de terrain qui a pêché sur cette rencontre face aux Savoyards. Est-ce que c'est pas plus Mouefek que Monconduit qui a manqué sur cette rencontre ? Je sais que tu en parles souvent, Eric. Ouais, écoute, les deux, je pense, malgré tout. Moi, je te rejoins, Marco. Je pense qu'effectivement, c'est le milieu de terrain qui a pêché. On a la meilleure défense de Ligue 2. Devant, ça commence à prendre forme et c'est très intéressant, je trouve, l'association désormais entre les 3 joueurs offensifs. On a marqué deux beaux buts qui ont été bien construits. On a failli en mettre un troisième également avec donc Cafaro, Cardona et puis Sissoko. Milieu de terrain, donc il manquait Monconduit qui était suspendu. Mouefek, et effectivement, j'en parle souvent parce qu'il a cette capacité à se projeter de l'avant, à gratter pas mal de ballons. Tardieu, je suis d'accord, à baisser de régime au fil du match. Donc voilà, le Fomba n'a pas été du tout satisfaisant. Il avait la chance de se montrer pour une fois qu'il était titularisé par Deloglio. Il n'a pas su saisir sa chance. Et puis après, je n'ai pas trop compris les changements. Je trouve qu'ils ont guère été judicieux en fin de match, surtout la sortie de Nadé que je n'ai pas trop comprise. Il était lessivé, c'est ce qu'a prétendu Deloglio. Et effectivement, il a fait 3 allers-retours en suivant son acolyte savoyard. Là, et on le sentait un peu fatigué. Sachant que Briançon est sorti sur blessure, tu changes ta charnière centrale. J'étais surpris aussi. C'est assez surprenant à ce niveau-là. Deloglio, il le sait. Ça, je pense, on va pas lui l'apprendre qu'on change pas une charnière centrale. Par contre, il faut préparer le match suivant. Et à mon avis, l'entrée de Petro, c'est pour tester l'association. Petro, on avait dit qu'ils avaient le même profil, Batubinsika et Nadé, donc il faudra certainement incorporer un autre joueur que ces 2 joueurs qui sont plutôt à profil, on va dire athlétique et dur stopper sur l'homme, stopper, voilà. Il en faut bien eux quand même qui surveillent, qui regardent et puis qui relancent. Donc peut-être ça sera Petro. Donc je pense que c'est pour essayer pour le prochain match. À mon avis, tu vois, je pense que ça peut être ça parce que sinon Nadé, il a fait un super match et puis c'est vrai que ça aurait été dommage en plus à 2-1 de fragiliser sa défense. À mon avis, c'est un petit peu ça. Alors autre chose avant qu'on passe un titre musical que tu nous as préparé, Marco. Tout simplement, on a souvent dit que ce championnat de Ligue 2 est quand même difficile.
C'est Aimé Jacquet qui dit que c'est l'enfer. Et il a prononcé ce mot-là. C'est vrai que l'avant-dernier, j'ai l'impression d'avoir presque vu sur certaines phases de jeu peut-être une des meilleures équipes à Geoffroy Guichard. Donc c'est quand même surprenant. Et ce championnat, il est difficile quand on voit encore une fois Auxerre qui a eu énormément de difficultés, Angers qui s'est incliné. Il n'y a pas de certitude et toutes les équipes peuvent battre les autres équipes et c'est grâce à ça qu'on est encore dans la course. Est-ce que c'est grâce au championnat de cette année que Saint-Étienne est encore dans la course pour la montée? Vous y croyez, vous? D'accord, à la montée? À la montée maintenant que tu es à 5 points du deuxième, il reste 36 points, c'est ça? Oui, donc mathématiquement, on peut y croire. Et les prestations, on va dire, les 2 dernières prestations ont été convaincantes. Et oui, c'est faisable. On a pris sur Angers, en 3 journées, on leur a pris 5 points, je crois, c'est ça? 5 points, pas loin, tout à fait. C'est énorme. Donc, à ce rythme-là, effectivement, on peut qu'y croire. Après, quand tu as assisté à des matchs médiocres, on va dire, il y en a 4 ou 5 cette saison, c'est vrai que c'est incroyable de les voir encore en lice pour... un peu à l'image de la Côte d'Ivoire, tu vois. Lors de la CAN, c'est Stéphanois, ils reviennent de nulle part. Non, mais la CAN, c'était un peu n'importe quoi, parce qu'ils étaient éliminés, et puis d'un coup, ils sont revenus. Franchement, c'était un peu n'importe quoi, ça. Quand on a vu certains matchs, comme tu le dis, moi j'étais sûr qu'on ne pouvait pas remonter, alors qu'en fait, c'est possible. Tu y crois, Eric? Ça prouve que le championnat est d'un faible niveau. Hein. Je dirais pas ça, moi. Ah bon? On a cette chance-là, moi, je trouve. Hein. Non, d'un faible niveau, tu veux dire qu'il n'y a pas de vraie équipe qui se détache? En dehors d'Auxerre, mais pour le reste... Mais est-ce que Auxerre c'est vraiment détaché? On a fait une très belle série dans le championnat, on a fait d'autres séries calamiteuses, on est toujours dans la course, on est 4e à 5 points d'Angers, on a fait la belle opération du week-end puisque Angers a perdu et puis également Grenoble qu'on a dépassé au classement. Finalement, il y a Clavel en ce moment qui est un petit peu surprenant, qui continue à performer en dehors d'Auxerre qui est largement au-dessus. Donc oui, on est toujours dans la course, si on continue cette série-là, on va à Paris, on en parlera tout à l'heure. Et après, sachant qu'il y a un match de folie qui nous attend contre la Auxerre, ça peut être la bascule. Ouais, il y a 3 rendez-vous, mais on en parlera tout à l'heure dans l'agenda. Moi, effectivement, cette équipe d'Annecy m'a plu. Et puis, individuellement, ils ont des très bons joueurs. Moi, leur numéro 7, c'est Djoko, c'est ça? Djoko, il n'a pas touché énormément de ballons, mais il y a très peu de déchets lorsqu'il frappe. Non, franchement, ils ont des très bons joueurs dans cette équipe savoyarde. Le retour de la CAN a fait le plus grand bien, mais aussi le retour de l'Arsenal, hein, parce que c'est encore une fois l'homme de la situation. Hein. Les arrêts qui sortent face à Djoko, si c'est pas lui dans les buts, peut-être qu'on perd ce match. Hein. Tout à fait. Donc, on va dire, ça nous a réussi cette fois-ci. Et c'est tant mieux, hein, 9 points en 3 matchs, c'est quand même pas mal. On va faire la fine bouche, hein, quand même. On aurait signé des... Ça, c'est clair. Allez, on va passer à un premier titre musical. Rock and Foot oblige. Ça sera un groupe non loin d'Annecy. C'est le groupe Haze avec le titre A Sort of Wave.
Le groupe au Savoyard Hayes avec le titre A Sort of Wave. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête et on revient sur cette victoire face à Annecy, 2-1. C'était samedi pour le compte de la 26e journée de championnat Ligue 2 Becté. Et moi j'ai une petite question. Et j'en parlais à Eric juste avant la rencontre. On était relativement surpris en l'absence de mon conduit de voir une fois de plus Bouchoirie sur le banc. Et en plus, lorsqu'il est rentré, non pas en poste de milieu, mais en poste d'ailier. Et c'est la seule, on va dire, intrusion lors des 20 dernières minutes de cette rencontre où il y a eu danger. Hein. C'est lui sur son flanc gauche qui a fait la différence. Pour moi, c'est incompréhensible de ne pas titulariser ce joueur. Et je pense que c'est une erreur, une fois de plus. Et ce milieu de terrain qui a été moins souverain ce week-end, ce samedi, moi, je l'explique par l'absence du Marocain. Est-ce que vous le voyez de la même façon que moi ou... Moi, j'ai été très surpris par la titularisation de Fomba. Je pensais effectivement retrouver Bouchoirie du fait de la suspension de mon conduit et puis de la blessure de Moufek. Donc le voir rester sur le banc, franchement, ça m'a bluffé. Surtout que Fomba n'a pas été bon du tout, donc je comprends pas. Donc c'est vrai qu'il a eu la confiance de Batles, il n'a pas du tout de la part de Dalloglio. Il y a des gagnants et des perdants depuis que Dalloglio est là. Hein. Donc Bouchoirie fait partie de ces perdants, au même titre que Fomba et que Petro. Alors que les gagnants sont Nadé, Chambaud, Monconduit et Masson. Donc ouais, je comprends pas, on sait pas tout, hein, ce qui se passe à l'entraînement, je sais pas ce qu'il reproche à Bouchoirie, mais le voir cirer le banc comme ça me surprend beaucoup, surtout quand, comme je le dis, il y a des joueurs absents pour cause de blessures ou de suspension. Je pense qu'il y a une raison sportive, hein, c'est pas une raison, on va dire, extra-sportive. Moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dalloglio, il met l'accent sur le pressing, voire le contre-pressing. On va pas se battre sur les mots, mais est-ce que Bouchoirie, c'est vrai que si tu me dis est-ce que Fomba est meilleur dans le pressing que Bouchoirie, oui, Fomba est meilleur que Bouchoirie dans le pressing. Et comme c'est comme ça qu'on récupère des ballons très hauts et qu'ensuite c'est plus facile parce que l'équipe adverse est complètement désorganisée et souvent en infériorité numérique. Je pense que c'est tout simplement c'est pour cette raison que Bouchoirie n'est plus dans les petits papiers. Et sur l'aile, c'est vrai que ce travail de pressing est peut-être un peu moins important qu'au milieu de terrain où il faut une grosse capacité physique, un gros abattage. Et c'est pas les qualités de Bouchoirie. Il en a plein d'autres. Et moi, je suis bien d'accord avec vous de dire que c'est le meilleur manieur de ballon de cette équipe. On a senti quand même au cours de cette seconde période... Puis rapidement, faiblesse technique, moins de justesse dans le contrôle, passe, pouvoir effacer l'adversaire. Et il l'a sur le banc et puis il n'effectue pas le changement. Et il tarde. Et puis il est rentré 15 minutes, 10 minutes, je ne sais plus. Et en plus, pas au poste de milieu. Je trouve ça vraiment étrange et je trouve que c'est ce qui justifie cette victoire étriquée face à une belle équipe au Savoyard ce week-end. Moi, je le comprends comme ça. Mais je suis pas d'accord avec les choix de Dalloglio et surtout, je suis surpris qu'il ne fasse pas ce changement à un moment donné. Et surtout, au vu de la rencontre, petit à petit, tu t'aperçois que... il y a une faiblesse au milieu de terrain, quoi, et il faut faire quelque chose. Et il a la solution sur le banc et il fait pas les changements. Donc moi, ça m'a gêné. Après, toujours un peu la même question que je vous pose. La blessure de Briançon, les suspensions. Donc, on a vu qu'après sa blessure, la défense stéphanoise n'était plus tout à fait la même. Hein. Il y a eu pas mal d'hésitations. Je pense notamment à celle de Masson avec l'Arseneur. Là, à un moment, ça a été très très chaud. Justement, juste après que Briançon soit sorti. Est-ce que, encore une fois,
on a l'effectif pour jouer de cette façon-là, en mettant les organismes à contribution, parce que Briançon, il a jamais autant taclé, couru que depuis 2 ou 3 matchs. Il a toujours été un peu comme ça, mais c'était pas tout à fait le même jeu. On avait un jeu, on va dire, à la barcelonaise, pour caricaturer, et maintenant on a un jeu à la Liverpool, quelque part. On va courir dans tous les coins du terrain pour récupérer la balle et être en positionné très haut. Tu oublies qu'il y a un joueur qui était un titulaire indiscutable, qui est parti à la CAN, qui est revenu, Batou Binsika, qui pour l'instant est sur le banc, parce que Nadé est très bon, donc il a laissé la défense parce qu'elle fonctionne très bien. Donc Batou Binsika peut très bien prendre la place de Briançon s'il y a besoin. Tu penses que c'est le même profil ? Non, mais bon. Alors ils ont joué une seule fois ensemble, ces 2 joueurs, par défaut, parce que Briançon était blessé en début de saison, me semble-t-il. Ça s'était pas super bien passé, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Après, c'est quand même une surprise que Batou Binsika soit toujours sur le banc. On pensait qu'il allait revenir en tant que titulaire, mais comme Nadé fait ses matchs, il a raison de ne pas changer une formule qui gagne. Tout à fait. Alors l'autre question que je voulais vous poser, c'est les latéraux. Pour moi, c'est un peu le point faible cette fois-ci dans cette équipe. Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai trouvé Masson et Apia particulièrement brouillon, assez comment dire, mal concentré, moins concentré que d'habitude, et ça a failli coûter cher. Moi je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour Apia, mais pas pour Masson. Masson a fait une erreur, tu en as parlé tout à l'heure, c'est sur la tête de Pajot qui termine sur le montant, donc il y a une hésitation avec l'Arsenal. Après moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, au contraire. Il est intéressant de son couloir, pas mal de doublements. Je l'ai même vu faire des transversales. Ouais. Il sauve une tête à un moment donné devant le Cop Sud. Ouais. Non, moi je trouvais qu'il a fait un match plein en dehors de l'erreur. Il y a souvent une sorte de concentration, là, on l'a vu à ce niveau-là, qu'on peut payer cher, hein, c'est sûr. Mais non, par rapport à Apia, qu'on n'a pas vu du tout, il n'a pas eu d'apport offensif comme d'habitude. Hein. Il était plutôt fébrile, j'ai trouvé. Mais par contre, moi j'étais plutôt séduit par la prestation de Masson. Ouais, okay. Et puis le renouveau des Verts, ça vient un petit peu aussi de ce joueur qui est beaucoup plus rassurant que Petro sur son côté. Et il apporte en plus offensivement, défensivement et offensivement. Moi aussi, j'ai encore apprécié la prestation de Masson. Hein. Bon, je vous fais confiance, vous étiez dans le stade à ce niveau-là. Après, Apia c'est irrégulier. Hein. On le sait, hein, depuis qu'il a signé ici, hein, c'est assez irrégulier. Il peut faire une très belle rencontre et puis il peut passer complètement à côté. Hein. Alors c'est mieux qu'en début de saison, parce qu'en début de saison, c'était une catastrophe, Apia. Hein. Mais après, sur cette rencontre, non, moi, c'est plus le milieu de terrain qui m'a dérangé. Et des Tardieu-Fomba qui n'apporte rien au cours de cette seconde rencontre, quoi. Seconde mi-temps. Ça, moi, ça me pose souci, ça. Alors, après 3 victoires, on va pas non plus regarder le verre à moitié vide, on va regarder le verre à moitié plein. Si on parle de l'attaque, et je pense que ça sera les tops de l'équipe. Tu as parlé de l'Arsenal, mais alors qu'est-ce qui fait que cette équipe, que Sissoko marque, que Cardona marque, est-ce que vous pensez que c'est Dalloglio qui a réussi à les remotiver? Qu'est-ce qui se passe pour cette attaque stéphanoise? On peut dire quand même que c'est la meilleure attaque de Ligue 2 à l'heure actuelle. Déjà, elle est plus écartée qu'à l'époque de Batles. Souviens-toi, il mettait qu'un attaquant. Là, des fois, on a l'impression qu'on en a 3, quoi. Et ça change quand même pas mal la donne. T'en as un à gauche, t'en as un à droite, t'en as un au milieu. Voilà, c'est le 4-3-3, ce que tu veux, mais à un moment donné, tu as 3 attaquants. Donc, donc tu poses souci aux défenses. Hein. Après, pour moi, c'est mathématique, hein, c'est évident. C'est pour ça que je ne comprenais pas les choix de Batles de toujours rester avec un attaquant en pointe. Non, là, au moins, tu as le côté gauche, tu as le côté droit, ça fonctionne. Regarde le deuxième but où c'est Cardona qui y sert. Tout de suite, il y a le latéral qui essaye de déborder pour créer une brèche. Et il se passe toujours quelque chose, quoi. Et ouais, quand tu attaques à 3 attaquants, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a un certain Chambaud qui est relativement adroit
pour servir rapidement, donner des bonnes balles Tout ce beau monde. soit à gauche, soit à droite. Hein. Ça, il faut le souligner. On n'en a pas parlé parce qu'il fait partie aussi des milieux de terrain. Il peut paraître irrégulier, mais depuis 3 rencontres et 3 victoires, je trouve que Chambaud, il est pas mal. Hein. Ce rôle de numéro 10, moi, je trouve que il m'épate. Eric, t'es d'accord pour dire qu'on a la meilleure attaque de Ligue 2 à l'heure actuelle? Et puis je rappelle qu'on n'a pas Ibrahima Ouadji, qui est quand même un sacré joueur, donc qui a fait défaut durant toute la saison. Donc oui, moi je suis très séduit par ce qui se passe en ce moment offensivement. On a retrouvé un très bon Cafaro. Depuis 2-3 rencontres, c'est le joueur qu'on connaissait et qui est capable de délivrer des merveilles de passes. On l'a encore vu samedi. Alors à un moment donné, il avait bénéficié un petit peu d'un totem d'immunité parce qu'il n'était pas bon, mais on savait qu'il était capable de faire la différence sur un coup de patte. Mais là, depuis 2-3 matchs, c'est très séduisant. Ensuite, Cardona, moi je n'étais pas très convaincu jusqu'à son entrée contre 3. Hein, il s'était procuré des occasions, certes, mais j'ai trouvé maladroit parce qu'il n'était pas en confiance. Le match d'Angers lui a fait le plus grand bien, il marque un doublé. Et là, il était très intéressant. Donc, c'est lui qui marque le premier but. Bon, en tant que renard des surfaces, il fallait surgir comme il l'a fait pour inscrire le but. Après, il fait un super travail sur la droite avec un centre parfaitement dosé pour la tête de Sissoko. Après, il donne un super ballon également à Sissoko en deuxième mi-temps. Donc, ces deux joueurs arrivent parfaitement à se trouver et c'est très intéressant. Et puis après, Sissoko, on connaît ses qualités, hein, c'est un buteur. Ça fait plusieurs rencontres là, qui est décisif. Donc moi, je ne suis pas surpris. Hein. Pour revenir à Cardona, est-ce que tu es d'accord c'est rare ce genre de profil, c'est-à-dire il est bon sur le côté, il est bon dans l'axe parce qu'il sent le but, c'est un vrai buteur. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça en fait. Il est quand même meilleur sur le côté que dans l'axe. Il a surgi dans l'axe pour reprendre le ballon. Oui, mais après, il peut jouer comme ça. Oui, bien sûr. Je vais mettre un bémol quand même sur ce joueur. Sur la rencontre face à Annecy, il a 3 pertes de balles, dont 2 qui ont failli nous coûter 2 buts. Hein. Donc, Dalloglio l'a pointé. Il a dit on va essayer de corriger ça. Parce qu'il y a 3 pertes de balles à peu près au milieu de terrain qui ont failli nous coûter cher. Et voilà. Donc, il était sur son petit nuage et à un moment, ça a failli coûter un but. Ouais, mais bon, oui, on a une belle attaque et ça fait plaisir, évidemment. On a une belle attaque, on a la meilleure défense, on a un super gardien, le meilleur de Ligue 2. Donc qu'est-ce qui fait défaut? Milieu de terrain. Ouais. On verra et je pensais pas qu'on languirait de retrouver mon conduit. Ouais, tu vois, comme quoi. Comme quoi, hein. C'est comme Camara. Regardez Camara aujourd'hui, on l'a tellement critiqué qu'il s'est amélioré maintenant. Qui c'est qui l'a critiqué ici? Suivez mon regard. À la radio, tu vois, ça passe bien comme remarque. Merci, cher acolyte. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Samedi, tous à Charletti. Voilà, Saint-Étienne se déplace au PFC, au Paris Football Club, pour le compte de la 27e journée de championnat. Le match aura lieu à 15h ce samedi, sera diffusé une fois plus sur beIN. Voilà, et qu'est-ce qu'il faut dire sur le PFC? Alors le PFC, c'est 4e rencontre consécutive où concède un match nul. Ce samedi, c'était par exemple face à QRM. Et dans ce déplacement sur la pelouse d'un relégable en méforme, vainqueur de seulement 2 de ses 9 derniers matchs, le PFC n'a pas réussi à faire la différence. Malgré une domination globale, désormais 12e de Ligue 2, les Parisiens s'enlisent dans le ventre mou, eux qui n'ont plus gagné depuis le 13 janvier. Il y a beaucoup de blessés côté parisien depuis l'année 2024, depuis janvier. Vous avez quand même Alacouche, Lannes, Gueye, Pembele, Hamel, Touré, Marchetti et Chabary. Ça en fait du monde. Hein. Donc beaucoup de blessés côté parisien. Cette rencontre, en plein salon de l'agriculture, c'est monsieur Le Paysan qui va logiquement désigner, qui a été désigné pour siffler sur le pré de Charletti ce samedi à 15h. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas d'émeute. Il a déjà arbitré 3 matchs des Verts cette saison. La défaite à Rodez, le nul et vierge à la maison contre Ajaccio. Oh, quelle purge ça aussi. Et la déroute à Auxerre. Donc le Paysan, il ne réussit pas cette saison.
Et il sera donc l'arbitre central de cette rencontre. Alors les Parisiens, pour moi, faut avoir le match aller. Le match aller, le stade était presque plein. Il y avait 35 000 spectateurs à Geoffroy Guichard. Il y avait une belle fête puisque c'était l'anniversaire de la SSE, 90e. On fêtait les 90 ans et puis patatras, quoi. On a assisté à un match pauvre de la part des Stéphanois. Les Parisiens ont su en profiter et on était euphorique puisqu'on avait gagné face à Angers au match aller, je me souviens. Et puis tout s'est effondré. Et voilà, il faut simplement reprendre les points qu'on a perdus à domicile samedi, tout simplement, non ? Sur Paris FC, tu veux dire un mot ? Peut-être retrouver Timothée Colosé-Jacques, il faudrait qu'il marque contre son camp. Voilà, j'allais Non, souligner. on a une revanche à prendre évidemment par rapport au match aller, puis la victoire est obligatoire si on veut revenir sur Laval, et puis on se rappelle du magnifique match de la saison passée, donc j'espère qu'on va vivre les mêmes émotions à Charletti, qui sera totalement vert, hein. Le stade est gratuit. On va jouer à domicile. Absolument. Déjà, c'était qu'à l'an passé, mais alors là, maintenant que les places sont gratuites, je peux te dire qu'il va y avoir une sacrée foule verte. C'est vrai que l'année dernière, c'était le match le plus abouti, hein. Avec des buts somptueux. Alors, la pelouse n'est pas en super état à Charletti. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Je ne sais pas si on verra un joli match. Juste dire attention à Ilan Kebal. Non, mais le principal danger pour Paris, c'est Kebal et puis Ali Mamigori. Ils sont deux bons attaquants. Par contre, en défense, le gardien est bon, mais la défense, à une ou deux exceptions près, c'est à un niveau peut-être inférieur. Donc, on espère aller chercher une nouvelle victoire. C'est la pire défense de Ligue 2. Voilà, c'est la pire défense de Ligue 2. Il y a 3 rendez-vous importants. Le premier, donc, c'est ce samedi face au PFC. Il y a la réception d'Auxerre, qui est, on va dire, un choc. Ça sera le 9 mars à Geoffroy Guichard. Et il y a ensuite un déplacement jamais évident en Corse, à Bastia. Bastia qui est pas très bien. Franchement, si on prend 6 points sur ces 3 rencontres, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. Là, vaut mieux commencer dès samedi face aux Parisiens. Sur les 6 premiers, on regarde les 3 premiers reçoivent ce week-end, Auxerre, Angers et Laval. Et ensuite, nous, Saint-Étienne, Grenoble et Caen se déplacent. Voilà. Donc, si on gagne à Charletti, on fait une belle opération, sachant que les autres devant risquent de prendre des points. D'engranger des points. Ok. Deuxième titre musical, on a pas mal parlé du Puy. Bah oui, actualité oblige avec ce quart de finale à Geoffroy Guichard entre Le Puy et Rennes. Je vais vous passer un groupe Pono qui s'intitule Think Deeper avec le titre Real Illusion. On s'est aussi envoyé du lourd au Puy avec ce groupe Pono Think Deeper, le titre Real Illusion. Et oui, le Puy-Rennes en quart de finale de Coupe de France n'est pas une illusion, c'est bien réel. Voilà, on va tout de suite enchaîner avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour la 3e victoire de rang et la 4e place au classement. Coup de cœur pour la belle complémentarité de nos joueurs offensifs impliqués sur les 2 buts inscrits. Coup de cœur pour la victoire 4-2 de l'équipe réserve dans le derby, grâce notamment à un grand Maxence Rivera, sous le regard et sous les encouragements des Magic fans. Et puis un coup de cœur, tu l'as évoqué tout à l'heure Olivier, pour le triplé à la méno de Mady Camara qui poursuit avec le Stade Brestois son ascension.
Ouais, de mon côté, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique avec un petit mot de la Copa Libertadores où il y a ce folklore. Alors, je sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais lorsqu'une équipe se déplace, les supporters se rendent à l'hôtel où dort l'équipe et font tout un tas de choses, des feux d'artifice, ils balancent, dans les cas extrêmes, ils balancent des rats crevés dans les fenêtres de l'hôtel. Enfin, c'est une autre ambiance. Alors, c'est un coup de cœur parce que c'est un peu le folklore, mais c'est vrai que c'est une petite idée pour les poneaux s'ils arrivent à trouver l'hôtel des Rennais. Tu sais, c'est juste une petite idée. C'est ce qu'avait fait Lyon à l'époque quand il remporte le premier titre de champion de France contre Lens. Les supporters lyonnais avaient été dérangés les Lensois à leur hôtel. Tout à fait. Ouais, ça s'est fait aussi. Je me souviens un déplacement de Saint-Étienne en Ukraine. Ça, c'était fait. T'étais présent là-bas. On va pas dire que c'était de bonne guerre. Ouais. Ce serait malvenu. Bah ouais, moi j'ai les mêmes coups de cœur qu'Eric. Je vais rajouter, moi j'ai bien aimé l'Annécien Djoko, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'apprécie les 5 points qui nous séparent maintenant avec le second dans ce championnat de Ligue 2. J'ai apprécié Nadé, vous l'avez compris. J'apprécie le rendez-vous de jeudi soir. Et puis je vais terminer avec le tifo énorme justement du classico, du super classico entre le River Plate et le Boca Juniors. C'est tout le stade. Tu vois, ça fait un ovale, ce grand stade de River Plate. Et tout le monde a participé. C'est absolument tout en rouge et blanc. C'était énorme. Donc, si vous pouvez aller visionner ça, chers auditeurs, sur Internet, vous allez voir, c'est assez magnifique. Voilà pour les coups de cœur. On passe tout de suite aux coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête pour la suspension 2 jours avant le match du Cop Nord. C'est un vrai manque de respect pour tous les supporters stéphanois. On en a malheureusement l'habitude. Un coup de tête pour Bernard Caillasso, qui est invisible à Saint-Etienne depuis bientôt 4 ans. Là, il a fait son réapparition en public à Paris pour animer la présentation d'un sommet du sport qui va organiser en juillet à Cannes. Donc, faut-il rappeler à ce monsieur qu'il est toujours président du conseil de surveillance de l'ASS. Et puis, je vous ai écouté la semaine dernière, donc j'ai également un coup de tête pour Jean-Louis Gasset et Pierre-Emerick Aubameyang qui redonnent des couleurs à l'OM. Donc okay. Je te rejoins, Marco. Ah, on est pareil. Et ben justement, je t'emboîte le pas pour dire que mon coup de tête concerne les journalistes. Alors pas tous, mais quand même beaucoup de journalistes. Moi, c'était pas du tout le fait qu'il soit à Marseille. C'est ce que j'entends sur lui qui me gêne un petit peu. C'est juste ça. Et je pense sincèrement qu'on a la presse sportive la plus bête du monde, parce que c'est tous ces gens-là qui bavent et qui critiquent ce monsieur qu'il faut respecter. Bien sûr. En Afrique, on respecte les anciens. En France, c'est pas le cas du tout. Voire même, c'est pire que ça, hein, puisqu'il se fait carrément vilipender à longueur d'émission pendant. Ça fait 15 jours que ça dure. Et je l'annonce ici. Ça a peu de portée, mais je le dis quand même. Ces gens-là vont devoir retourner leur veste. Alors, il faut qu'ils commencent à trouver des solutions pour retourner leur veste, parce que Jean-Louis Gasset, il connaît le foot. Avec cette équipe et ces joueurs qu'il connaît, il y en a beaucoup qui sont africains, et donc ça match, et ils vont devoir retourner leur veste. Ah, mais j'ai placé Jean-Louis Gasset parmi mes flops, enfin mes coups de tête, mais j'ai le plus grand respect pour lui, évidemment. Pareil. J'aime pas le voir sous les couleurs marseillaises. Voilà. Je n'ai pas apprécié Bouchoirie à l'écart depuis quelques matchs. Effectivement, comme Eric, la suspension du COP Nord quelques jours avant, c'est irrespectueux, tout simplement, vis-à-vis du peuple vert, vis-à-vis des supporters. Je trouve ça toujours aussi fou que les costumes cravates prennent ce genre de décision. Il ne faut pas s'étonner qu'à des endroits ça pète, parce que c'est tout simplement irrespectueux. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin, c'est des vacances scolaires, qui avaient réservé des hôtels. Exactement, l'hébergement et puis les transports. C'est dingue d'assister à ce genre de choses, et moi, je trouve ça mais vraiment aberrant. Il faut savoir qu'on est un des rares pays en France où on supprime
La punition collective. L'accès, c'est ça? oui, Non. mais l'accès, la fermeture des parties de stade, des copes, des virages, on est un des rares en Europe, tout simplement. On a déjà loupé, sur les 14 rencontres, on a déjà 6 matchs où on a été amputé de copes. Des fois, c'était 2 copes, hein, ça a été 2 ou 3 fois les 2 copes. Le plus souvent aussi après le COP Sud, et là, c'était le COP Nord. C'est quand même dingue de voir ça au XXIe siècle, des rencontres de foot amputées de parties de stade. Voilà. Ce week-end aussi, il y a eu le coma du Girondin Elis, l'Hondurien, hein, et j'ai pas regardé les nouvelles, mais suite à un choc aérien, voilà, il est toujours dans le coma, donc une pensée pour ce jeune Hondurien Elis, qui est un très bon joueur. Voilà pour les coups de tête, on en a terminé. On se retrouve la semaine prochaine après 2 belles rencontres. Donc, premier rendez-vous sur l'antenne de FM 43, c'est le quart de finale entre Le Puy et Rennes, jeudi 20h45. Et le déplacement des Stéphanois au stade Charletti, samedi à 15h, c'est diffusé sur Bein. Voilà, on a fait le tour. On se retrouve la semaine prochaine pour analyser ces rencontres. D'ici là, bise à l'œil. Allez les bleus et blancs. Exactement. Et allez les verts, bien sûr. Bonne semaine. J'ai failli dire allez les rouges, mais bonne semaine, allez les verts.